Bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau webinaire de l'Académie digitale des PME. Aujourd'hui, on va voir comment bien évaluer votre système d'information pour mieux l'adapter au développement de votre entreprise avec DigiSpin. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans l'onglet chat ou dans l'onglet questions, on y répondra à la fin. Et je vais laisser la parole à Corinne et Frédéric de DigiSpin. Merci Marine, bonjour à tous, ravie de vous accueillir pour ce nouveau webinaire. Donc je m'appelle Corinne Leguerne et je suis associée conseil chez DigiSpin. Donc deux petits mots sur ce programme, comme vous le voyez dans le bandeau qui est en bas, c'est un programme qui était initié par France NUM et financé par BPI France et des fonds européens aussi. Nous avons répondu en consortium auquel appartiennent 4 entités, la CVE Paris Île-de-France, nous-mêmes DigiSpin et 2 autres partenaires, Cyberzen pour la cybersécurité et Depot Consulting pour les RGPD. Donc sur tous les autres volets digitaux, je dirais que c'est DigiSpin qui anime un certain nombre de webinaires. On a animé des webinaires sur des problématiques différentes et on va conclure en quelque sorte ce premier semestre par une sensibilisation, on va dire, tournant autour plus de votre informatique pour voir en fin de compte que bien, ça fait partie aussi des choses qui peuvent vous faire avancer dans votre transition digitale. Avant de donner la parole à Frédéric qui va rentrer dans le vif du sujet, je vais vous dire 2 mots de DigiSpin, qui nous sommes. DigiSpin, nous sommes un cabinet conseil qui accompagne start-up, TPE, PME dans leur transition numérique, parce qu'effectivement, lorsqu'on a été créé, on s'est rendu compte que les grandes entreprises bénéficiaient d'un accompagnement de grands cabinets conseils, mais que les petites entreprises étaient plutôt esseulées, étaient plutôt un petit peu laissées sur le chemin pour leur transition numérique pour certains. Et donc, notre démarche et notre raison d'être, comme il est indiqué en bas, c'est de pouvoir accompagner ces TPE et ces PME de manière équitable par rapport aux grandes, et puis aussi de manière humaine et inclusive. C'est-à-dire qu'inclusif, nous n'avons pas de salariés chez DigiSpin, mais nous appuyons sur une communauté de 150 consultants indépendants qui ont parfois du mal justement à rentrer en liaison avec les petites entreprises. Et donc, l'idée, c'est inclure à la fois les PME et ces indépendants. Donc, ça veut dire qu'avec ces 150 consultants, on a une palette de compétences très large qui va nous permettre d'accompagner ces petites entreprises dans la mise en œuvre d'un digital maîtrisé. C'est-à-dire qu'on comprend mieux, quand on comprend mieux les choses, eh bien, on a moins de crainte, moins de réticence à vouloir y aller. Et cela aussi dans une mise en œuvre en s'appuyant sur l'intelligence collective, c'est-à-dire en faisant travailler tous les partenaires de l'entreprise, qu'ils soient extérieurs ou qu'ils soient intérieurs. Alors, ça dépend des sujets, évidemment. Et puis, dans les solutions qu'on propose, en particulier aujourd'hui, on sera peut-être amené à parler de certaines solutions numériques, on essaye de trouver des solutions qui correspondent vraiment pleinement aux besoins de l'entreprise et pas forcément des solutions qui sont à la mode ou que tout le monde veut prendre, mais plutôt des solutions qui vont vraiment traiter la problématique de l'entreprise. Et c'est ça aussi qui nous différencie. Alors, pour nous aussi, le digital, faire la transition numérique, c'est pas uniquement pour se faire plaisir et donner et aller choisir telle ou telle solution ou mettre en œuvre tel projet. C'est pour répondre à ça permet d'avoir 4 apports supplémentaires à l'entreprise dans leur succès. Le premier, c'est que si l'entreprise est mieux adaptée à la digitalisation de son écosystème, donc aux exigences que son écosystème lui demande, que ce soit l'administration, que ce soit les clients, les partenaires, mais pourquoi pas aussi les collaborateurs, eh ben, l'adaptation en sera facilitée. Je donne toujours cet exemple-là qui est assez compréhensible par certains. Si les collaborateurs, vous leur donnez des fichiers Excel, des choses comme ça pour leurs notes de frais, ils ne sont pas très contents. Et puis l'administration, vous savez qu'à partir de 2024, alors plus tard pour les plus petites entreprises, on passera à la facture dématérialisée. Il faudra bien être capable d'aller déposer des factures sur un portail avec toutes les contraintes techniques qui conviennent. Le deuxième sujet, c'est que par le numérique, vous allez pouvoir augmenter votre efficience, c'est-à-dire être plus performant, être plus efficace. En 2 mots, faire plus avec les mêmes moyens que vous avez. Quand je parle de moyens, c'est humain et financier. Et notamment, ça marche par l'automatisation des process. Et ça, c'est quelque chose de vraiment très, très important. Ça peut être, Frédéric, je pense, en reparlera tout à l'heure, ça peut être juste digitaliser une fonction de boîte à payer, ça peut être juste digitaliser une fonction RH, par exemple, la gestion du répertoire des salariés, mais ça peut être aussi tout un process qui peut être plus important, auquel cas là, ça peut aller jusqu'à certains logiciels. Le troisième axe,
qui permet aussi d'optimiser le fonctionnement de l'entreprise, c'est que grâce au digital, on va pouvoir accélérer sa croissance. Accélérer sa croissance, ça veut dire trouver de nouveaux clients, ça veut dire mieux vendre, mieux développer son chiffre d'affaires. Et ça, c'est tout ce qu'on appelle le marketing digital. Alors, on a pas mal de webinaires sur ce sujet, avec la prospection LinkedIn, avec les réseaux sociaux, avec comment mettre en place une stratégie marketing, des choses comme ça. Et puis, lorsqu'on s'est adapté, lorsqu'on a optimisé tous ces process, quelquefois, on arrive vraiment à l'étape ultime où il faut vraiment se réinventer pour pouvoir bien se positionner sur son marché et se réinventer par des nouvelles offres ou bien par des business models différents. C'est-à-dire que, par exemple, pour le business model, vous vendiez vos offres, euh, vos offres, vos produits, vous les vendiez, vous pouvez peut-être vous trouver avec des modes location ou avec des abonnements ou avec des choses comme ça. Donc là, par le digital, on peut avoir des formules qui soient très originales et qui permettent aussi de se mettre en face des nouveaux entrants. Bien. Et puis, au milieu de tout ça, eh bien, évidemment, il faut savoir où on est positionné. Donc, diagnostic de maturité que vous pouvez faire gratuitement sur notre site. Et puis, une composante très forte qu'on a développée ces derniers mois et qui est vraiment lancée maintenant, c'est pour aller, là, les webinaires sont des webinaires de sensibilisation, mais on a développé une offre de formation qui va beaucoup plus loin et qui s'appelle DigiSkill et qui vous permet de mieux, soit d'acquérir de nouvelles compétences, soit effectivement de choisir ce qu'il faut faire pour optimiser votre entreprise, voire pour la transformer complètement. Voilà. Donc, je vous invite à aller voir sur notre site pour ce que vous souhaitez. Frédéric, je vais te passer la parole maintenant en te souhaitant un bon webinaire. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, les questions, vous pouvez les poser pendant tout le webinaire. Je les regarderai moi au fur et à mesure, mais les réponses seront apportées à la fin pour qu'on puisse vraiment traiter tout le cours de notre webinaire. Et puis tout à l'heure, il y aura un sondage. Donc, on vous invitera à aller sur l'onglet sondage pour y répondre. Écoute, je vous souhaite un bon webinaire et je vous reviens tout à l'heure. À toi, Frédéric. Merci Corinne. Bonjour, bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire. Donc Frédéric Betsch, je suis également associé conseil chez Digispin depuis à peu près 2 ans et j'ai je dirais une grande expérience dans le secteur du système d'information, soit en entreprise, chez par exemple chez SFR ou soit en société de services. Et là, aujourd'hui, j'ai rejoint Digispin pour travailler essentiellement sur la numérisation des entreprises et de la digitalisation des entreprises. Et chez Digispin, je m'occupe plus particulièrement, je dirais, de la partie système d'information et des ETI, des entreprises à taille intermédiaire et des PME. Donc là, je vais vous présenter un petit peu, on va parler un petit peu de maturité son système d'information et de savoir comment on peut l'évoluer. Et avant ça, je vais vous demander un petit peu de participer. On a un petit sondage, on a 2 sondages, en fait, 2 questions qu'on va vous poser. Je crois que Marine va vous ouvrir. Vous pouvez aller directement dans l'onglet sondage, hein, c'est ça, Oui. pour le mettre pour répondre à vos questions. Ce sont 2 petites questions qui prennent un petit peu, je dirais 2 domaines du système d'information et qui permettent de voir un petit peu où se situent les entreprises françaises par rapport à 2 questions. Donc la première, c'est combien, à votre avis, d'entreprises utilisent le cloud? Je propose de soumettre votre vote tout de suite. La première, Frédéric, c'était c'était la première ou la deuxième, parce que normalement, c'était les nouveaux Oui, outils. en fait, le sondage qui s'affiche, c'est le niveau d'outils de travail collaboratif. On a 2 questions. La première sur le travail collaboratif et la deuxième sur le cloud. Je propose de répondre d'abord au travail collaboratif. À votre avis, combien d'entreprises ont mis en place un outil de travail collaboratif, surtout récemment suite aux événements et au Covid? Donc, on voit les réponses qui s'affichent. Donc, la bonne... est-ce qu'on arrête le sondage là? Non, je pense qu'on peut l'arrêter. Oui, on peut l'arrêter. Donc, je vais passer sur la bonne réponse. Hop là. Attends, ouais. La bonne réponse, c'était plus de 75% des entreprises ont mis en place récemment en fait, c'est même 78% des entreprises globalement qui ont mis en place des solutions de collaboratif de télétravail, et c'est même 83% des entreprises travaillant dans les départements les plus peuplés. Ces statistiques viennent d'une source toute récente, de l'étude BCG MEDEF que vous pouvez trouver facilement sur Internet et qui fait un petit peu une situation de la partie digitale dans les entreprises françaises.
Et pour compléter ton propos, je dirais que vous avez voté la bonne réponse. 43% des votants ont dit plus de 75%. Alors la deuxième question maintenant, peut-être sur le cloud, donc c'est un autre, je dirais, sujet et domaine de l'informatique. Je passe le slide. Donc à votre avis, combien d'entreprises utilisent le cloud? Dans France, moins de 10%, moins de 30% ou plus de 30%? Je vous invite à répondre. On a déjà des réponses? Oui. Ouais, on va attendre une minute. Oui. Alors, les avis sont partagés entre deux réponses. Globalement, 57% ont dit plus de 30% et 43% ont dit... non, pardon, 57% plus de 30% et 43% moins de 30%. La bonne réponse? Alors la bonne réponse, c'est moins de 30%. Donc plutôt bien. Moins de 30% aujourd'hui des entreprises ont mis en place des solutions cloud. C'est même 21%, 1 sur 5, 1 sur 5. Et on est un peu en retard par rapport à nos collègues de l'Union européenne qui sont à 26%. C'est pareil, ce sont des statistiques que vous pouvez retrouver au niveau BCG-MEDEF. J'irai un petit peu en synthèse et un peu pour mettre un peu de relief en fait sur ces deux questions-là. Vous avez le système d'information est composé de différents équipements, de différents systèmes, de différents environnements, et que les niveaux de maturité, je dirais, par rapport aux dernières technologies ou à l'état de l'art, peuvent varier selon les domaines. L'important, c'est qu'un système d'information soit bien homogène à peu près, c'est-à-dire que si vous avez des outils collaboratifs super modernes, mais par contre que vous avez un ERP qui est en client-serveur, eh ben vous allez avoir en fait des dysfonctionnements dans l'entreprise, vous allez avoir des lenteurs, vous allez avoir des blocages, vous allez avoir beaucoup d'opérations manuelles, et qu'il est très important, je dirais, au niveau d'une entreprise, au niveau d'une PME ou quelle que soit la taille, c'est que les systèmes d'information soient à peu près au même niveau, de façon à faciliter les échanges et assurer la pérennité du système. C'est un peu ça. Donc là, ce qu'on peut voir, c'est qu'on a beaucoup de solutions, je dirais, de télétravail qui sont efficaces, mais un petit peu moins de solutions de type cloud ou SaaS. Voilà, ça c'était une première une première réflexion. Je vous invite, on va continuer avec une question peut-être un petit peu simple, c'est de dire qu'est-ce que c'est qu'un système d'information idéal? C'est quoi le système d'information idéal et vers quoi faut-il que l'on tende? Bon, donc le système d'information, je dirais, si on prend un peu la définition du Larousse, c'est l'ensemble des moyens, des ressources informatiques dont dispose l'entreprise pour arriver à recueillir, traiter, opérer, diffuser les données qui sont nécessaires à son activité. Ça, c'est bien, mais ça ne nous donne pas trop l'idée du système d'information idéal. Alors, une autre façon, c'est de voir un petit peu quels sont les critères auxquels doit répondre le système d'information, et on peut le classifier en 9 principaux critères sur lesquels doit répondre un système d'information. Je dirais la première qui est tout en haut, que je mettrai tout en haut, c'est il doit être en ligne avec la stratégie de l'entreprise, c'est-à-dire qu'il doit servir l'objet de l'entreprise, que ce soit de la distribution, de la logistique, il doit être en phase, il doit répondre parfaitement aux besoins des métiers. Ça, c'est un peu la base, mais pas que. Il doit également être en conformité ou répondre aux normes, je dirais, du secteur de l'entreprise. Ça peut être des cartes bancaires PCI DSS, pardon, SOX aussi pour les parties bancaires, des normes ISO et aussi les normes RGPD. Donc en fait, l'entreprise évolue dans un contexte avec pas mal de mise en conformité. C'est important que le système d'information soit conforme, mais il faut savoir en mesurer. La partie sécurité de son système d'information, je dirais sécurité d'accès, sécurité de contrôle, sécurité des données, mais également sécurité de fonctionnement et continuité de fonctionnement. Ça fait aussi partie d'un autre critère. Souvent, les derniers outils, je dirais les outils très modernes en mode SaaS sont déjà une couche de sécurité importante, mais c'est vraiment un critère qu'il faut prendre en compte. Il doit être facile d'utiliser aussi. Alors peut-être qu'on aurait dû le mettre en deuxième comme critère, c'est en règle avec la stratégie et surtout facile à utiliser d'un point de vue utilisateur, évidemment. Là, on parle de design, de CX, de DX. Enfin, on parle donc, on se préoccupe de plus en plus maintenant de l'utilisateur, pas seulement du client, mais aussi du client final, mais aussi de l'utilisateur comme étant un élément important du design du système d'information. Alors, il doit être fiable.
Fiable, ça veut dire, surtout, fiable, c'est-à-dire il doit fonctionner évidemment, tout le temps, il ne doit pas tomber ou se planter comme on dit, mais il doit aussi générer des données qui sont fiables et correctes et des traitements qui ne génèrent pas de fausses factures ou des faux bulletins de salaire. Donc cette notion de fiabilité, c'est un outil sur lequel on doit pouvoir compter, qu'il faut pouvoir tester avant de mettre en production, mais une fois que c'est en production, ça doit fonctionner et se faire oublier. Il doit être adaptatif, c'est-à-dire être en capacité de s'adapter à toutes les évolutions externes de l'entreprise et toutes les évolutions internes aussi, commencer une nouvelle ligne de service, développer une nouvelle offre ou s'adapter aux nouvelles règles réglementaires qui peuvent arriver. Donc le système d'information doit avoir des composants suffisamment agiles et ouverts de façon à pouvoir facilement intervenir, modifier des règles de gestion, modifier un un workflow, et cetera, modifier, et de façon à s'adapter, au nouveau contexte. Il y a une notion de pérennité aussi. Souvent, les systèmes d'information ont des coûts assez importants, donc il faut savoir choisir les technologies qui pourront rester dans les quelques années. On sait que de toute façon, il faudra changer dans 3, 4, 5 ans. Mais voilà, donc le choix des technologies, le choix des produits, les choix du matériel doit être fait, de façon raisonnée, ne pas céder à la première bitcoin qui vient peut-être, et bien raisonner en termes de pérennité du système d'information. La notion de disponibilité rejoint un petit peu la notion de fiabilité. Donc il doit être disponible, je dirais 24/24 ou pas, selon les besoins. Il doit être disponible voilà, en fonction des besoins. Il a peut-être aussi une notion de flexibilité de charge en fonction des pics de charge ou pics saisonniers. Voilà, le système d'information doit être disponible. Et le dernier critère de cette longue liste, hein, je dirais efficient. Il doit être efficient, c'est-à-dire qu'il doit fonctionner de façon économe de ses moyens. Et on va parler des fois de capacité disque ou de capacité CPE ou de capacité de, etc. Il faut adapter la taille du système d'information aux besoins auxquels il doit répondre et ne pas être surdimensionné et surtout surdimensionné. Voilà un petit peu les 9 critères qu'il faut avoir un petit peu à l'esprit pour savoir si on est dans le système d'information idéal. Donc ça, c'est important. Une fois qu'on connaît ce système d'information idéal, on va pouvoir se demander comment on peut faire, quelle est la démarche de diagnostic que l'on peut effectuer. C'est assez simple, je dirais, c'est une démarche de diagnostic. On va premièrement effectuer une analyse du système d'information en l'état. Donc, quelles sont aujourd'hui les forces, les faiblesses du système d'information? On va regarder un petit peu dans les prochains slides comment on va faire cette analyse. Ensuite, on va capturer les besoins, c'est-à-dire qu'on va essayer on va pas essayer, on va capturer, on va questionner les gens, questionner le marché, questionner l'état de l'art pour savoir comment faut-il faire évoluer notre système d'information, quels sont les besoins à marché, quels sont les besoins de l'entreprise. Ensuite, on va mettre en regard l'état du système d'information actuel et finalement la cible auquel il doit répondre, et on va pouvoir définir un certain nombre de projets pour faire évoluer ce système d'information. On va commencer à lister toutes les opérations, toutes les tâches, tous les projets qu'il faut mener. Et la dernière étape, c'est on aura normalement un grand choix de projets. Il va falloir l'ordonner, le planifier, le structurer et le hiérarchiser en fonction des priorités. Et ça va être la partie 4 de construction du plan d'action. Voilà, donc c'est ce que je vous propose de dérouler ensemble. Alors, on va commencer donc par la partie analyse du système d'information. Alors, comment allons-nous effectuer cette analyse? Bah, c'est, je dirais très simple, donc l'objectif, hein, je le rappelle, hein, c'est d'avoir une vue à 360 de l'ensemble des composants du système d'information. J'ai un petit slide après qui va détailler un petit peu les différentes couches ou les différents niveaux d'un système d'information sur lequel on peut se référer. Mais on va d'abord commencer par faire des interviews des acteurs clés de l'entreprise, c'est-à-dire
selon le patron de la prod, le patron de l'entreprise, certainement le financier ou le comptable, certainement le directeur commercial ou le responsable commercial des activités, les personnes en charge de la partie système d'information, IT, réseau, télécom et sécurité. Voilà, on peut avoir un certain nombre d'interviews en disant, qu'est-ce qui fonctionne bien, qu'est-ce qui fonctionne mal et qu'est-ce que vous souhaitez comme évoluer. Donc ça va être une capture des souhaits un peu factuels. Ensuite, on va analyser tout ce qui est reporting et compte rendu. Il peut y avoir des comités, il peut y avoir des comptes rendus de réunions. Ça, c'est des sources d'informations importantes. On peut également avoir accès à toutes les consoles d'administration. Il y a quand même les systèmes d'information sont monitorés, donc vous pouvez avoir des rapports sur la taille du système d'information sur les différents composants. On peut également mettre en place des outils d'analyse, hein, donc on peut des outils d'analyse open source comme SolarWinds ou Nagios qui sont très utiles pour ce genre de choses. Et puis on peut également analyser les contrats de service en place. L'entreprise peut très bien avoir sous-traité une partie de téléphonie, une partie de gestion de maintenance des matériels. Donc c'est important aussi d'avoir une vue aussi de ces contrats de service. Et l'objectif de toutes ces questions et de tous ces points, c'est de détecter les composants qui sont aux limites, c'est-à-dire les composants qui sont en obsolescence. Donc ça arrive très souvent de trouver dans les entreprises des serveurs NT ou des postes en Windows 7 qui sont plus supportés. Si jamais le serveur tombe en panne, on ne garantit plus rien, même plus de réinstallation. Voilà, donc c'est ce genre de choses-là dont il faut faire attention. Donc chercher les composants en obsolescence, fin de support constructeur, fin de support éditeur ou fin même de support de contrat de service. Les composants qui sont en limite de capacité, c'est-à-dire, là je parle un petit peu technique, hein, d'espace disque surchargé ou plein, une bande passante qui est pleine à 90% ou des CPU mémoire au-delà de 60 ou 70. Et il faut également détecter, je vous parlais tout à l'heure de détecter également les composants qui peuvent être en excédent. C'est-à-dire qu'il peut y avoir aussi trop de CPU ou trop d'espace disque ou trop de licences. Hein. Ça peut être aussi ça, un nombre des factures, des produits qui sont facturés à licence utilisateur. Vous ne gérez pas bien vos utilisateurs, vous en avez commandé 50 et vous n'êtes plus que 20, vous n'en avez plus besoin que 20, vous avez une perte de chiffre d'affaires importante. Et la partie finance, il faut regarder effectivement dans l'analyse des contrats de service et des contrats de licence, est-ce que vous êtes au fait? Est-ce que le contrat a bien été renégocié? Est-ce que les prix ont bien été comparés au marché? Et voilà, c'est un petit peu l'ensemble de ces éléments-là qu'il faut analyser sur l'ensemble du système d'information, de façon à avoir une sorte de cartographie qu'on va regarder sur le slide après. Voilà, l'idée, c'est de dresser une cartographie complète du système d'information avec les éléments qui doivent ou qui nécessitent des évolutions. Alors, on peut prendre quelques exemples. Je pars de la couche du bas, la partie un peu support et télécom. Là, je prends différents exemples sur des audits ou des missions qu'on a pu réaliser au sein de DigiSpin. Vous pouvez par exemple avoir une problématique de téléphonie fixe, hein, votre téléphonie fixe qui était super chère, alors que bon, il y a des solutions maintenant de téléphonie sur IP qui peuvent être bien plus souples et bien plus économiques. Donc là, on avait pour ce client-là, on avait une problématique d'obsolescence des téléphonies fixes et en plus un problème de finance, ça coûtait horriblement cher. Voilà, vous allez regarder un petit peu couche par couche, comme ça, sur la partie sécurité. Quels sont vos équipements de sécurité, les firewalls? Quels sont les antivirus? Est-ce que vous avez un PRA? PRA, c'est un plan de retour d'activité ou plan de continuité d'activité. L'idée, c'est de dire, vous avez votre serveur qui tombe en panne ou vous avez votre bureau principal qui a le feu. Comment vous faites pour reprendre une activité? Est-ce que vous avez déjà pensé à ça? Est-ce que vous avez réfléchi à des systèmes, à des organisations, à des processus vous permettant de répondre à ça? Donc là, on avait un PRA qui était soit obsolète, soit inexistant. Et bon, c'était une question qu'il fallait se poser. Il y a une question de risque et d'analyse de risque et un choix de l'entreprise pour développer ou pas ce genre de processus. Voilà, ou un site internet qui était obsolète à refaire. Vous voyez, en fait, l'idée, c'était d'avoir une vision un petit peu de l'ensemble des composants qui sont nécessaires de changer.
Sur la partie bureautique, on avait, par exemple, des vieux postes en Windows, NT ou Windows 8 et puis, et des licences qui étaient mal gérées également. Et puis, il pouvait y avoir, voilà, un certain nombre de choses comme ça, un ERP qui était en mode client-serveur, donc voilà, vous avez une première classification de votre système d'information avec les éléments qu'il faudra de toute façon faire évoluer. Une fois que vous avez cette analyse, c'est très bien. On va passer donc sur l'étape suivante qui est la partie capture des besoins, évolution des besoins métiers. Donc là, pareil, ça se fait par, sous forme de questions ouvertes et surtout d'interviews pour une première partie. Donc, soit vous retournez voir les personnes que vous aviez déjà vues, soit vous aviez profité de l'audit, pour, poser les questions et il faut aussi n'oublier personne et aller interroger le dirigeant, donc la vente, la production, la R&D, les fonctions support, hein, RH, finance, achat, communication. Bref, il faut interroger un petit peu tout le monde. Il faut aussi interroger les utilisateurs, hein. J'étais, depuis quelques jours dans une boîte pour faire une formation suite justement à une mission d'audit et bon, le patron donc se plaignait bien en disant qu'il avait bien besoin de changer son CRM, mais quand vous interrogez, les utilisateurs qui l'utilisent tous les jours, c'est vraiment très urgent et ils sont vraiment très en colère contre le CRM. C'est toujours très intéressant de mixer les vues, hein, vous avez vraiment, des perceptions différentes selon les acteurs auxquels vous vous intéressez. Donc des questions ouvertes sur l'évolution de leur métier, les tâches manuelles chronophages, donc ce sont des tâches donc qui seront, sans valeur ajoutée et dont la partie système d'information pourra apporter une solution en termes d'automatisation. C'est très facile d'automatiser des process manuels, des validations, des systèmes d'enchaînement de workflow de validation et cetera. Tout ça, ça s'automatise très facilement, donc il faut pouvoir identifier ce genre de tâches. Et tout ce qui est manque, et dysfonctionnement du système d'information, un agenda dans le CRM, qui met pas à jour qui est pas tenu à jour avec l'agenda de leur outil de calendrier, ça pose des dysfonctionnements, des lourdeurs, des manques de rendez-vous et cetera. Mais il faut pas aussi oublier ce qui fonctionne bien. En général, on focalise sur ce qui fonctionne mal, mais il faut quand même mettre aussi, valoriser les systèmes qui fonctionnent bien. L'autre partie, donc là, on a vraiment fait je dirais un tour dans cette partie-là d'audit des besoins et des manques et des points positifs de l'entreprise. Il faut aussi, s'interroger sur l'expertise du marché, et connaître l'état de l'art, en termes de solutions et de technologies. Donc là, il faut faire appel à soit à des expertises, soit à des éditeurs, soit se renseigner. Donc, voilà, et donc l'idée, c'est de pouvoir disposer, des besoins, des briques qui, sont nécessaires d'évoluer, l'état de l'art, de façon à pouvoir en faire une synthèse. Donc ça, on peut reprendre par exemple la cartographie qu'on avait vue tout à l'heure avec les obsolescences, les problèmes de capacité et les problèmes financiers, et on peut rajouter une colonne sur les besoins et donc les composants qu'il faut faire évoluer pour les besoins. Donc là, on avait vu par exemple que la partie collaborative devait être développée. On a également travaillé, là c'était sur une boîte de production et voilà, les ingénieurs designers avaient absolument besoin d'un outil, de conception 3D, donc ça fait partie des choses qui sont faciles à mettre en œuvre. On avait besoin d'une nouvelle boutique en ligne pour leur nouveau service. Bon voilà, vous avez en fait je dirais après cette deuxième partie d'interview, focalisée sur les besoins, vous avez une vue bien complète des composants qu'il faut, gérer et modifier et faire évoluer. Cette cartographie, éventuellement, il faut la présenter, hein, aux différents, responsables pour être sûr que vous avez bien capturé tous les besoins, que vous avez bien compris les enjeux et pour ce faire, le plus simple, c'est de définir un petit peu les projets que vous voulez mener. Donc si vous voulez, chaque petit point peut être détaillé en projet et on va catégoriser 3 typologies de projets. Des projets qui sont purement techniques, c'est-à-dire que c'est le changement d'un composant technique, c'est maîtrisé par l'équipe IT ou un prestataire. Il y a très peu d'impact avec l'utilisateur, il faut juste prévoir peut-être la moindre bascule et puis il y a une faible dépendance par rapport à l'activité ou au business.
Donc on peut classifier ces projets techniques comme par exemple le changement d'un équipement de sécurité ou la migration de toutes les boîtes mail vers, Microsoft 365 ou un autre système. Ça fait voilà, ce sont des projets techniques qu'on peut identifier. Vous avez des projets fonctionnels qui sont l'évolution d'un nouveau système d'information, par exemple la mise en place d'un outil de CAO, une modélisation 3D ou une automatisation pardon, d'un process manuel de contrôle de facture. Donc ça, c'est un projet fonctionnel. Il faut, ça mobilise une partie de l'entreprise, en tout cas la partie, ou le service concerné par l'évolution et donc il faut arriver à planifier cette activité-là correctement. Et vous avez une troisième catégorie de projets qui sont des projets de type accompagnement. Donc là, ça sera de l'accompagnement, ça peut être de la accompagnement sur de la stratégie, accompagnement sur un besoin de nouveaux services et donc vous savez pas exactement comment appréhender et mettre sur le marché. Donc là, c'est plus de la réflexion stratégique et, euh, et de conception plutôt qu'une mise en œuvre opérationnelle. Et donc là, c'est ce genre de projets-là se font en général avec des ateliers. Nous, on les propose sous forme d'ateliers de co-création qui permettent de définir très rapidement et très simplement, de mettre essentiellement tous les acteurs en présence et de définir à la fin un plan d'action assez clair et assez simple de ce qu'on veut mettre en place. Les projets d'accompagnement, on classifie également dans ces projets-là tout ce qui est gestion de changement et formation. Des nouvelles technologies sont bien utilisées que si si on accompagne les utilisateurs dans leur mise en œuvre. Ça, c'est primordial sur leur nouvelle façon de travailler avec ces outils-là. Donc, et ça se fait vraiment en parallèle, en amont, en communication entre les projets techniques ou fonctionnels et les utilisateurs. C'est un des points clés de l'accompagnement et de la mise en place d'un système d'information. C'est vraiment la façon dont on accompagne les utilisateurs dans la gestion des changements. Voilà les typologies de projets. On va essayer donc l'idée c'est de transformer là notre différentes grilles en projets. Donc là, on peut donner des exemples de détails de projets qu'il faut arriver à produire. Donc un nom de projet. Donc là, je prends un exemple de migration vers Microsoft 365. L'idée c'est de pouvoir préciser les gains qui sont attendus, les principales étapes, les facteurs clés de succès, quels sont les facteurs clés de succès de ce projet, et de donner une échelle de projet en termes de nombre de jours d'efforts de l'entreprise et en termes de prix. Donc voilà, donc ça avec ces projets-là, voilà, c'est ce qui vous permet de caractériser un projet de type projet technique ou de type projet d'accompagnement. Donc là, c'est pareil, on va voir un petit peu quels sont les gains attendus. Donc, on avait fait ce type de projet pour une entreprise qui travaille dans l'événementiel et qui avait besoin qui avait besoin d'automatiser un petit peu. Elle faisait beaucoup de devis à des fournisseurs. Elle devait packager ces devis-là, intégrer ces devis-là et faire une réponse pour son client qui lui demandait un événementiel. Donc, ça peut être une étape de restauration, un DJ, de la lumière, des tentes, etc. Donc, elle demandait beaucoup de devis. Et l'idée, c'était de l'aider à trouver un système d'information qui puisse prendre ces différents devis et monter une proposition pour son client. Donc là, on a pu travailler avec elle, réexpliquer ou se faire expliquer le besoin, en détailler ce besoin-là, faire des présélections d'outils, de l'aider au paramétrage, de faire tout ce qui était accompagnement aussi à sa mise en œuvre. Donc, à l'issue de cette étape-là, on a donc une liste de projets qu'on a pu évaluer. On a avec les avantages, les inconvénients, je dirais un petit peu les charges et les coûts. Après, l'objectif, c'est d'arriver à faire une priorité, donc de lister une priorité. Donc ça sera un travail qui sera à faire aussi avec les dirigeants en fonction de ces listes-là et de façon à en arriver. Ah oui. Donc, une des façons de prioriser, c'est de revenir un petit peu sur les différents objectifs et qualités du système d'information,
Et donner les priorités au projet peut dépendre aussi un petit peu de la maturité de l'entreprise. À quel cycle de vie elle est. Est-ce que vous êtes en phase de création d'entreprise, auquel cas, je vois pas bien il faut que je agrandisse un petit peu l'écran. Je vois pas bien les bulles. Laissez-moi 2 secondes que je me retrouve. Donc en fonction du niveau de maturité de votre système d'information, vous allez plutôt, par exemple, si vous êtes plutôt en création d'entreprise, plutôt focusé sur la partie stratégie ou sur la partie adaptative, parce que vous cherchez encore un petit peu votre marché. En phase de croissance, vous allez avoir une notion de fiabilité, vous allez avoir une fiabilité et disponibilité du système, parce qu'il va falloir vérifier que eh bien, votre capacité informatique pourra répondre aux nouvelles demandes qui vont arriver. En termes de maturité, vous allez peut-être vous poser la question de la conformité, parce que vous avez peut-être, dû à la croissance rapide, mis de côté quelques aspects normatifs ou réglementaires sur lesquels il faudra maintenant répondre. Et puis, lorsqu'en phase de retournement, l'activité baisse et que vous allez redémarrer une nouvelle activité, la partie efficience, de façon à limiter au maximum les moyens nécessaires et dégager le plus de moyens pour votre nouvelle activité. Donc ça peut être des critères qui sont à prendre en compte lorsque vous effectuerez la planification de vos projets et la stratégie de planification de vos projets. Et je dirais un petit peu la dernière étape, ça va être de construire un planning de vos différents projets avec et de bien clarifier un petit peu les différentes dépendances et d'arriver à clarifier cette planification-là dans le temps, donc avec l'équipe entière. Pour cet exemple-là, il était assez clair et évident qu'on avait un projet un projet de type technique de migration vers Office 365 qui avait beaucoup de quick wins, hein, beaucoup d'avantages ressentis pour l'entreprise et pour les utilisateurs. Donc c'est ce projet-là qu'on avait décidé de lancer en premier, hein, pour cette entreprise-là, et qui s'accompagnait justement d'un projet de type accompagnement de formation des utilisateurs aux nouveaux usages. Donc voilà, donc c'était très important de le faire ça. On va bénéficier, privilégier les projets qui sont rapides et qui apportent vraiment un atout à l'entreprise ou aux utilisateurs. Des projets de type, par exemple, la mise en place de la CAO était un petit peu décorrélée. Vous aviez une petite équipe d'utilisateurs qui savait très bien ce qu'ils pouvaient faire, donc on a pu placer ça assez rapidement, assez autonome. Et puis, il y avait très peu besoin de formation parce qu'ils connaissaient déjà pas mal les outils. Donc voilà, ce projet-là, il était un peu indépendant, mais il pouvait se dérouler en parallèle d'autres activités. L'autre activité, par exemple, c'était la création d'un nouveau site web, par exemple, d'une nouvelle offre, définition d'une nouvelle offre qui a fait l'objet d'un atelier en co-création. Là, vous voyez par exemple le nombre d'ateliers qui sont dans les losanges bleus. Cet atelier de co-création a permis de définir exactement les besoins en termes de nouvelles boutiques en ligne. Donc, on a pu démarrer un projet fonctionnel à l'issue de ce projet-là de type boutique en ligne. Et puis, de définir également les besoins du projet technique en termes d'infrastructure et de sécurité à mettre en place. Voilà, donc ça, c'est un exemple de planning et de dépendance et de gestion de priorité que vous pouvez faire à partir de ce recueil d'informations et de projets que vous avez pu mettre en place. Et je dirais un petit peu en conclusion, vous me direz si je suis à l'heure, mesdames, mais un petit peu en conclusion, l'important, C'est bien. c'est l'approche. Pardon? Au niveau du temps, on est dans les temps. Ça va, Frédéric. Très bien. L'important, c'est l'approche, je dirais, try and learn, hein, qui est souvent mise en avant, que l'on met en avant chez Digispin. L'idée, c'est d'éviter le traditionnel cycle en V et effet tunnel et des projets tels qu'on pouvait les mener
auparavant, c'est d'avoir une approche agile, maintenant le digital permet vraiment de travailler beaucoup plus en collaboratif, en ayant partagé les enjeux de transformation avec les membres de l'équipe ou de l'entreprise. Et l'idée aussi, c'est d'avoir vraiment un chef de projet qui est vraiment quelqu'un qui va plus orchestrer que piloter et qui va travailler vraiment en animation de l'équipe, en animation de la motivation des différentes personnes, qui va faire des feedbacks permanents, hein, donc c'est le try and learn, c'est-à-dire on met en place une nouvelle solution, on regarde comment elle fonctionne et éventuellement on l'adapte. Avec une équipe qui est dédiée au le plus possible et motivée, qui soit animée vraiment aussi avec des outils collaboratifs. On met en place, on utilise ce qu'on met en place. Et le chef de projet en chef d'orchestre doit aussi avoir une vue évidemment, hein, sur les ressources, sur les objectifs qui sont des différents projets qu'il met en place et sur la partie budgétaire. Voilà, try and learn. Je pense que je vous remercie de votre attention. Oui, bah, écoutez, maintenant, alors je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, oui, on t'entend. Ma caméra a l'air de dysfonctionner, bon, peu importe. Donc, bah, écoutez, maintenant, merci déjà pour Frédéric pour ta présentation. Je vais regarder en termes de questions, c'est toujours les premières qui sont un petit peu difficiles à poser. Pas de questions pour l'instant, pas de remarques sur le chat. N'hésitez pas, hein, à poser des questions sur des caractéristiques ou sur des interrogations que vous pouviez avoir pour vos entreprises ou sur ce qui fait qu'aujourd'hui, vous êtes intéressé à cela. Effectivement, la transition numérique, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, peut être motivée par différents sujets, hein. On a parlé quatre sujets qui étaient sur la croissance, l'optimisation de l'entreprise et la réinvention. Mais il faut perdre de vue que derrière tout cela, il y a des solutions numériques et quelquefois, on délaisse un petit peu et on peut se retrouver bloqué par une solution qui soit ne répond plus à ses besoins du moment ou soit à son évolution, soit n'est plus maintenue par l'éditeur en question. Et donc, il faut prendre garde à tout ça et surtout, il faut bien orchestrer tout le projet. La difficulté, comme Frédéric l'a dit, c'est que dans les petites entreprises, il y a peu de moyens. Donc, le mode try and learn va permettre justement de ne pas forcément mobiliser beaucoup les équipes et donc de travailler avec des gains rapides qui sont d'autant plus motivants pour la poursuite du projet et qui vous permettent quand même de vous adapter et d'avoir une vraie transition numérique, mais encore une fois, à votre rythme. Mais l'intérêt aussi, c'est d'avoir une vue globale de ce projet pour ensuite séquencer les choses dans le temps, que ce soit des projets, des projets de formation, des projets d'accompagnement des gens, ou que ce soit des projets de migration, que ce soit des projets comme ça. Et il faut voir un petit peu dans le temps comment les choses peuvent étaler en fonction de vos propres contraintes. Donc, je vois pas de questions. C'est toujours la première qui est difficile à poser. N'hésitez pas, il n'y a pas de mauvaises questions, il n'y a pas d'interrogation, il n'y a pas de choses comme ça. Donc, bon, merci pour la présentation. Pas de questions, bonne journée. Ben, écoutez, ravi, Mickaël, d'avoir répondu peut-être à vos attentes ou je sais pas, voilà. Les autres participants, pas beaucoup de questions. Donc, les choses devaient être claires. Bah, écoutez, je pense s'il n'y a pas de questions davantage, on va en rester là pour aujourd'hui. On va en rester là. Ah, je vois qu'il y a un petit chat. C'est peut-être quelqu'un effectivement qui nous remercie de la présentation. Marie, je te laisse clôturer peut-être. Ouais. Oui, bah du coup, on va arrêter là. Du coup, moi, je vous envoie par mail le lien du replay avec le lien également de la présentation et un questionnaire de satisfaction. C'était notre dernier webinaire avant l'été, donc on va se retrouver en septembre pour de nouveaux sujets, de nouveaux webinaires. Merci à tous, merci à Corinne et Frédéric et bonne journée. Merci. Merci à tous, à bientôt, au revoir. Au revoir.